Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mamadou, je suis assistant social Habiter Bruxelles. Donc Habiter Bruxelles, c'est le service social de la FGTB Bruxelles. Donc voilà, ma présentation, je vais l'axer sur 3 points. D'abord, je vais vous présenter la SBL pour vous expliquer plus ou moins ce qu'on fait. Et deuxièmement, je vais vous expliquer aussi, depuis la réforme des allocations chômage, l'impact ou bien les impacts sur les personnes exclues aussi, ce qu'on ressent sur le terrain, la réalité du terrain. Et ça évolue chaque jour et les impacts, on les constate, ça évolue de jour en jour. Et aussi, après aussi, vous expliquer plus ou moins quel type d'accompagnement nous on fait pour accompagner ces personnes qui traversent cette période très, très difficile. Et donc, Habiter Bruxelles, c'est une AIPL, Association d'insertion par le logement. Et donc, du coup, on a 2 missions. D'abord, c'est on accompagne les personnes dans l'accès au logement et on accompagne aussi dans le maintien au logement. Donc, l'accès au logement, c'est la recherche de logement. Le maintien au logement, donc, le maintien au logement, ça nous amène à faire d'autres choses que ça. Pourquoi? Parce qu'on doit faire du social et de l'endettement aussi. Pourquoi? Parce qu'un ménage qui est en situation d'endettement ou en surendettement a un risque important de perdre son logement. Il va se retrouver en défaut de paiement et courir un risque important. Et donc, dans ces cas de figure, on fait aussi de l'endettement, voire aussi, on travaille avec la personne pour que la dette soit sous contrôle. Et aussi, aussi, on fait du social aussi. Quand il n'y a pas assez de revenus dans le ménage, et plus ou moins, on doit voir si pourquoi la personne n'a pas assez. Il y a un revenu minimum qu'on ne peut pas vivre en dessous de ça en Belgique ici. Mais pourquoi la personne se retrouve en dessous de ce revenu minimum et tout ça. Donc, du coup, plus ou moins, on doit pouvoir creuser qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la personne n'a pas d'autres droits ouverts ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres allocations que la personne pourrait prétendre qui ne savait pas l'existence de cette allocation et pour pouvoir augmenter plus de disponibles dans le ménage pour permettre à la personne à vivre correctement. Donc ça nous amène à faire d'autres matières qui n'est pas dans notre mission théoriquement, mais qui obligatoirement on doit le faire pour pouvoir accomplir notre mission principale qui est l'insertion par le logement. Alors concernant les impacts, il y a plusieurs impacts. D'abord, l'impact, quand on parle d'impact, il y a ceux qui le vivent. Les personnes qui le vivent, c'est que les personnes exclues. Et il y a les personnes qui le voient au quotidien. C'est que nous, en tant qu'on est confrontés chaque jour, la réalité de ces personnes qui vivent, c'est la violence de l'exclusion et tout ça. Et leur état, la détresse et tout ça. Donc, il y a ceux qui le vivent, c'est ça aussi. Donc, nous, on le rencontre dans notre quotidien et tout ça. Donc, la première des choses, d'abord, l'impact qu'on ressent, d'abord, la première des choses, c'est, d'abord, cette exclusion de chômage, c'est que la personne, il y a une perte de revenus immédiate. Ça est aussi important, ça c'est hyper important. Donc quand on parle de perte de revenus, aujourd'hui on se retrouve dans une situation où cette exclusion de chômage ramène les gens. Vous avez une catégorie de personnes qui vont se retrouver sans revenus. Normalement, quand on est exclu du chômage, on peut faire appel au CPS qui est là pour subvenir aux besoins des personnes. Mais maintenant, plus ou moins, vous savez, le CPS, c'est un peu... ils prennent en compte plusieurs facteurs. Il y a cette question qui a été posée, c'est que donc ils prennent en considération le revenu global du ménage. Donc, si le revenu global du ménage est calculé, que le ménage dépasse 1 780 € par mois, et donc, du coup, finalement, la réponse, c'est 0 €. Quel que soit le nombre de personnes dans le ménage, c'est 0 €. Vous avez une catégorie de personnes aussi qui sont les détenteurs d'une carte A, d'une carte E et une carte F aussi. Ce sont des personnes aussi qui, théoriquement, ils pourraient prétendre, mais techniquement, c'est non. Théoriquement, ils ouvrent le droit, ils peuvent demander, mais il y a une condition qui est là. Bon, quand ils vont demander cette aide au CPS, c'est les détenteurs de la carte, les citoyens européens et les familles des citoyens européens. Donc, on appelle ça les cartes EEF. Donc, alors, ils peuvent demander l'aide au CPS, mais maintenant, le CPS va faire signer un document pour leur dire que oui, OK, on va vous aider. Mais maintenant, si l'Office des étrangers tombe sur cette information et vous risquez de perdre votre titre de séjour et recevoir un ordre de quitter le territoire. Donc, soit vous faites le choix. Si vous êtes d'accord, vous voulez prétendre cette allocation, très bien, on va vous aider, mais maintenant, le risque, il est là et le risque, il est important que vous perdez votre titre de séjour. Donc ça, si la personne se décide, elle est d'accord, elle va quand même faire la demande d'aide. OK, très bien, mais maintenant, ils vont lui faire signer une décharge. J'ai été informé que
je vais être aidé par le CPS, mais je risque de perdre mon chômage, mon titre de séjour. Donc, il y a ça. Ces personnes, en règle générale, ils font le choix de renoncer à l'aide sociale. Donc, ils se retrouvent avec 0 €. Vous avez aussi toute la pression aussi qui est là. Donc, un ménage qui vivait avec 2 revenus, et maintenant, on va se retrouver avec un seul revenu. Donc, c'est d'abord, soit ils ont des prêts hypothécaires et tout ça, ils ont beaucoup d'autres prêts et tout ça. Donc, finalement, ils se retrouvent avec un revenu. Donc, c'est hyper compliqué et tout ça. Et c'est le stress permanent pour ces personnes. Le stress permanent. Et ils ne savaient pas où il faut mettre la tête et tout ça. Les impacts aussi, on se retrouve aussi cette situation pour un bête truc administratif et tout ça, pour ceux qui pourraient prétendre, ça c'est le retour du terrain aussi, hein, pour ceux qui pourraient prétendre cette aide aussi. Donc quand ils font la demande au CPS, les documents ne sont pas, ils n'ont pas le document, les documents ne sont pas complets, et donc du coup l'assistance sociale demande de ramener les documents, le reste des documents, venir les déposer dans la boîte aux lettres ou bien remettre à l'accueil. Très bien, ce que les gens font, ils vont déposer les documents restants, il manque 1 ou 2 documents pour analyser la situation de la personne. Et donc, la personne va déposer à l'accueil sans contre-accusé de réception. Ou bien va déposer dans la boîte aux lettres. Ils n'ont aucune preuve qu'ils ont déposé. L'assistance sociale ne reçoit pas ce document. Pour X et Y raison, on ne sait pas pourquoi, l'assistance sociale ne reçoit pas ce document. Et l'assistance sociale, dans son rapport, elle attend une semaine. Ils ne prennent pas le temps parce qu'ils sont tellement débordés qu'ils ne prennent pas le temps de rappeler la personne, dit que j'attends un document et touche le document. Et donc, ils ne prennent pas le temps de rappeler la personne. Finalement, il rend son rapport, il dit refus de collaboration. Et c'est cette information qui va au comité. On a eu beaucoup de cas comme ça, qui remonte au comité. Le comité rend un avis négatif parce que la personne n'a pas collaboré. Et la personne nous dit qu'effectivement, je suis venu, j'ai donné à telle personne ce document. Mais maintenant, la personne dit que c'est la parole de la personne qui a remis le document et contre aussi la parole de l'autre travailleur qui a dit que moi, je n'ai pas reçu. Et donc, du coup, le CPS va prendre en considération la parole du travailleur. Finalement, avant qu'on se retrouve dans cette situation, il y a 2 à 3 mois qui sont perdus. Il faut refaire une nouvelle demande et la personne perd techniquement 2 mois ou 3 mois. Il faut refaire une nouvelle demande qui prendra effet à partir de la nouvelle demande. Et donc, au vu de tout ça, nous, on a toujours conseillé aux personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours, quand vous remettez un document complémentaire en CPS, il faut toujours demander l'accusé de réception, ou bien il faut l'envoyer, demander l'adresse mail de l'assistance sociale, ou le scanner, vous l'envoyez par mail. Il y a tous ces points. Et aussi, vous avez aussi, donc, comme vous le savez, le logement, c'est un droit fondamental. Et donc, du coup, le logement, il est la porte d'entrée de tous les droits. Quand on a une adresse, quand on a un logement, on a une adresse. Quand on a une adresse, on a une existence administrative. Et quand on perd son logement, on n'a plus d'adresse. Et quand on n'a plus d'adresse, on perd automatiquement tous ses droits. Tout est lié, tous les droits sont liés à l'adresse, au logement. Vous le savez. Et donc, du coup, pour éviter que les gens perdent leurs droits parce qu'ils ont perdu leur adresse, l'État a mis en place un dispositif pour permettre à ces personnes, pendant une période, de bénéficier d'une adresse fictive qu'on appelle l'adresse de référence et continuer pour ne pas perdre les droits, continuer à percevoir ces droits, le temps de retrouver un logement. Et maintenant, comme les bonnes nouvelles ne viennent pas seules, et aussi on se retrouve dans une situation où les CPS commencent maintenant à durcir aussi l'obtention des adresses de référence. Ça veut dire qu'à partir d'une certaine... Et à partir avant, donc, on pouvait garder une adresse de référence pendant 2 ans, 3 ans. Parce que la difficulté est à Bruxelles ici de trouver un logement quand on est bénéficiaire du RIS, on est au chômage. C'est un peu difficile et tout ça. Et donc, du coup, actuellement, les CPS, pas officiels, mais ils essaient, à partir d'une année, ils essaient toujours de dire que la personne n'a pas fait le nécessaire pour trouver un logement. Donc, du coup, ils vont commencer, ils essaient d'éradier ces personnes. Et donc, directement, il y a une perte automatique des droits aussi. Il y a une perte automatique des droits. Et aussi, avec tout ce qui se passe aussi, c'est que vous avez entendu aussi le dernier arrêt du Conseil d'État. Le dernier arrêt du Conseil d'État, vous avez entendu parler, où ils disent que, donc à Bruxelles ici, donc avant, ça se faisait, mais maintenant, ce n'était pas encore légalisé. Mais maintenant, c'est qu'un propriétaire, il peut demander que, pour postuler pour un logement, ton revenu, le loyer doit
le loyer doit être... donc, c'est un tiers, le loyer doit occuper un tiers de ton revenu. Un tiers. Vous imaginez un peu une personne isolée, donc un studio, une chambre, c'est 700 € par mois à Bruxelles ici. Et donc, du coup, le taux isolé, on est à 1300. Et donc, on dit un tiers, ça veut dire que la personne doit gagner presque plus ou moins 2100. Hein? Non, c'est Bruxelles Logement. Alors, il y a un propriétaire qui a exigé ça. Bruxelles Logement a considéré cela comme une discrimination. Et donc, du coup, le syndicat des propriétaires, ils ont envoyé l'affaire au Conseil d'État et tout ça, ils ont sanctionné. Et le Conseil d'État a donné raison au syndicat des locataires. Donc, ça veut dire, dans un arrêt, ils ont dit, effectivement, c'est légal. Et donc, du coup, ça veut dire que quelque part, toute la population précaire, nous, notre public et tout ça, c'est que tous ceux-là auront des difficultés à louer un bien à Bruxelles ici, parce que quand on est au chômage, pour vous dire que ton revenu, le loyer doit occuper un tiers de ton revenu, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et là aussi, ce que le Conseil d'État ne précise pas dans son arrêt et tout ça, il parle de revenu. Est-ce qu'il parle de revenu global du ménage ou bien il parle du revenu seulement, du chômage ou autre chose et tout ça? Parce que quand on parle du revenu global, on peut inclure dedans les allocations familiales, toutes les autres aides possibles. Là, donc ça reste place à l'interprétation des bailleurs. Un bailleur peut dire, moi je ne prends pas, donc pour éjecter quelqu'un, il va dire simplement, moi je ne prends pas en considération les allocations familiales, parce qu'on a entendu plusieurs fois parler de ça. Les allocations familiales, c'est pour les enfants, le bien des enfants. Mais maintenant, le bien-être des enfants, ce n'est pas quand ils vont se retrouver à la rue, quoi. Donc ça veut dire qu'encore, il y a un durcissement des adresses, de l'obtention des adresses de référence. Et aussi, encore, on se retrouve dans une situation aussi, il y a une difficulté supplémentaire qui c'est encore pour nos publics, encore à obtenir un logement sur Bruxelles. Ça veut dire que ça devient encore de plus en plus difficile pour notre public de trouver un logement sur Bruxelles ici. Beaucoup difficile. Donc voilà, avec le coût de l'évolution de l'immobilier à Bruxelles ici, les gentrifications, tout ce que vous voyez, quoi. Donc voilà. Donc l'impact, il est aussi, sans compter aussi, ça aussi, cette exclusion de chômage aussi, ça tire aussi les conditions de travail aussi vers le bas aussi. Ça c'est très clair. Pourquoi on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes, ils disent que oui, moi on m'a proposé, il y a un employeur qui m'a proposé de travailler sans contrat de travail, non déclaré. On a eu des gens comme ça, mais moi il dit voilà, moi je vais le faire parce que voilà. Donc, il y a tout ça. Et aussi, on a d'autres personnes qui disent que oui, mais je travaille dans des conditions, des heures comme ça. Mais voilà. Oui, donc c'est une réforme aussi qui va beaucoup aussi porter atteinte aux conditions de travail aussi. Ça, c'est beaucoup d'impact, tout ça. En termes d'accompagnement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve dans une situation, c'est que, alors, dans nos entretiens quotidiens, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui sont vraiment en situation de stress, parce que quand on perd son revenu, ça veut dire que ça va impacter toute la famille, les enfants et tout ça, quoi. Comment les enfants vont avoir une tartine pour aller à l'école et plein de choses et tout ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est d'abord, la première demi-heure, qu'est-ce qu'on fait? Ça augmente notre charge de travail. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est que d'abord, c'est essayer d'écouter la personne, essayer de rassurer la personne comme on peut et tout ça, et voir aussi, dans la situation, quelles sont les allocations possibles. Est-ce que la personne pourrait ouvrir des droits à d'autres allocations? Je vais vous donner un exemple concret, comme des allocations loyer. Il y a des ménages qui sont là, des personnes qui sont là, qui ne savent pas qu'il y a l'existence des allocations loyer. Les allocations loyer, c'est que quand on est famille monoparentale, on sait l'obtenir facilement. Et en un mois de temps, on peut directement, et ça fait presque 160 € par mois, et plus 60 € par enfant en charge. Et donc, du coup, d'abord, on peut faire recours à ça aussi, cette allocation de loyer. Et aussi, il y a un autre outil qu'on fait très souvent recours aussi, c'est quand les personnes perdent leur adresse, sont inscrits en adresse de référence au CPS et qui retrouvent un logement. Donc, pendant une période, ils ont été considérés comme sans-abri. Et donc, du coup, on appelle ça les allocations de relogement.
C'est des allocations, après, ça a été mis en place pour les personnes sans abri. Mais les personnes, quand on paie son adresse, on est assimilé à un sans-abri. Et donc, du coup, c'est aussi presque 200 et quelques euros par mois pendant 5 ans. Et qui peut être prolongé aussi. Donc, c'est des petites allocations comme ça. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, mais ça peut aider un peu, ça peut augmenter un peu de disponible, un peu, ça peut donner un peu de l'air au revenu global du ménage et tout ça. Mais ça ne change pas grand-chose, hein, ça ne va pas révolutionner les revenus du ménage, ça c'est non. Mais maintenant, ça peut aider un peu, quoi. Donc, on arrive à faire ça. Et aussi, on se retrouve aussi, comme les allocations de loyer, c'est un tout petit exemple, comment pour vous expliquer que les lois elles sont faites, mais elles sont tellement mal faites, et que quand on introduit une allocation de loyer, un ménage, une famille monoparentale qui est introduite avec un enfant, et après 5 ans plus tard, donc c'est chaque 5 ans, tant qu'on n'a pas un logement social, on peut prolonger. C'est une allocation sur 5 ans, et après on peut prolonger encore 5 ans tant qu'on n'a pas un logement social. Et si la famille s'agrandit et que maintenant on a 3 à 4 enfants, donc normalement, quand on signale que la famille s'est agrandie, qu'il y a 3 enfants, donc normalement, on devait adapter, les allocations devaient être adaptées en fonction de la composition de ménage. Mais la loi ne prévoit pas ça. Ça veut dire que à la demande, c'est la composition de ménage qui a été faite à la demande. C'est ça qui va continuer jusqu'à ce que la personne retrouve. Et maintenant, moi j'ai posé la question à Bruxelles Logement, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non, qu'il n'y a rien, on ne s'est rien fait. C'est la législation, on doit la respecter. Et donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait un renom. La personne renonce aux allocations, à cette allocation. Et 1 mois plus tard, je refais une nouvelle demande avec la nouvelle composition du ménage. Et donc, où on prend en considération tous les enfants. Donc, c'est débile, c'est tout ça, mais ça fait beaucoup de travail, alors qu'on pouvait juste simplifier les choses en disant que quand la famille évolue chaque année, on analyse la situation familiale, vous entrez votre composition de ménage. Si les enfants sont partis, on baisse les trucs. Si la famille s'agrandit, on adapte en même temps. Il fallait juste une adaptation, mais maintenant, on essaie de contourner autrement pour pouvoir valoriser les droits des personnes et tout ça. Et là, voilà, Bruxelles Logement, ils sont d'accord avec nous sur ça. C'est quand les lois sont mal faites, il faut contourner de cette manière pour pouvoir aider les personnes pour augmenter un peu le disponible pour les personnes. Donc voilà. Donc c'est beaucoup compliqué et tout ça, ça complexifie encore le boulot, ça rend encore très très lourd le boulot et notre travail. Dans notre quotidien. Et aussi, encore, autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, les CPS, comme vous le savez, les CPS sont un peu débordés. Et donc, du coup, les assistants sociaux, ils se retrouvent dans une situation où ils ne prennent pas le temps pour d'écouter les gens. Ils n'écoutent pas très bien les personnes. Ils n'ont pas le temps et tout ça. C'est pas de leur faute aussi. Et quand on est débordé, ils n'accordent pas assez de temps aux personnes. Et finalement, quand on n'écoute pas bien la personne, on ne comprend pas bien la situation. Et quand on ne comprend pas bien la situation, le rapport social qui sera émis, il sera biaisé. Et quand le rapport social est biaisé, ça veut dire que donc, le rapport social, le comité peut se prononcer sur une décision. Alors, 70%, ils prennent en considération 70% du rapport de l'assistance sociale et 30% de eux-mêmes ce qu'ils analysent. Donc, ça veut dire qu'un rapport biaisé déjà, ça veut dire que quelque part, il y a les fortes chances que le dossier soit refusé. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où les personnes reviennent après un refus, ils reviennent nous voir avec tous les éléments qu'ils ont et nous, on demande à ce que la personne soit entendue par le comité. Donc, quand c'est dans ce cas de figure, c'est que nous, on estime que l'assistance sociale n'a pas bien compris la situation. Et donc, du coup, on va accompagner la personne devant le comité. La personne va réexpliquer au comité la situation. Et nous aussi, on va appuyer pour réexpliquer bien au comité. Il arrive que pour demander au comité de reformer la décision. Vous voyez, on se retrouve peut-être 2 fois, 3 fois par semaine dans les CPAS en train d'accompagner des personnes pour demander une révision d'une décision. Parce que la situation n'a pas été bien comprise. Mais voilà, tout sauf. Mais maintenant, je parle des autres CPS, pas ce qui se passe à Anderlecht. Là, la situation est très, très difficile et compliquée. Très, très difficile et compliquée. On se retrouve aujourd'hui aussi avec cette situation. On a des retours du terrain où certains CPS, on se retrouve avec certains CPS qui nous disent que oui, OK, le comité rend une décision, ils disent que d'octroi
Mais entre-temps, ils disent qu'on n'a pas de liquidité pour pouvoir pour faire les paiements. Vous devez attendre. Parce qu'on ait de l'argent, de la liquidité payée. On a vu des trucs comme ça circuler, des retours, des affiliés qui sont venus vers nous. Et entre-temps, il y a des loyers à payer, il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Et c'est la pression, on se retrouve dans une situation de... Vraiment, il y a beaucoup de personnes, il y a un risque important où beaucoup de monde vont se retrouver, ils vont perdre leur logement. Parce qu'il y a la pression des bailleurs qui vous disent qu'on est en contact avec eux, on essaie de faire la médiation, mais ils disent que moi, j'ai aussi des prêts, je dois quelque chose. J'ai des engagements envers ma banque aussi. Et donc, du coup, il y a pas mal de bailleurs qui essaient actuellement, qu'ils introduisent des actions en justice de paix pour des expulsions et tout ça, quoi. Donc ça va, il y a la vague d'expulsion, ça va arriver. Donc on est dans une situation où le contexte fait que les gens vont se retrouver, beaucoup de monde vont se retrouver en défaut de paiement, et la possibilité de l'adresse de référence qui est là qu'on durcit aussi. Et là, c'est quel droit les droits sont faits pour les personnes, mais à mon avis, je ne sais pas comment ça va se passer, quoi, mais ils vont perdre tous leurs droits, quoi. Ça, c'est ce qu'on voit, quoi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le stress permanent. Les gens ne savent pas où mettre les pieds par rapport à ça. Surtout le loyer à Bruxelles ici. Surtout pour les loyers à Bruxelles ici. Parce que, oui, tant que tu as un toit sur la tête, ça va encore. Mais maintenant, quand on a ce risque de dire qu'on va perdre important de perdre son logement, là, ça devient un peu compliqué. Donc, en termes d'impact et d'accompagnement, c'est ce type de dispositif qu'on a en place. On essaie de, plus ou moins, comme ça, on essaie d'accompagner les personnes. Et voilà.